Bonjour de Montréal et bienvenue à cette deuxième journée de la 24e Conférence mondiale de l'UIPES en promotion de la santé qui a pour thème des politiques publiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Good morning from Bonjour de Montréal, bienvenue à cette deuxième journée de la 24e conférence de l'UIPES sur la promotion de la santé. Le thème, c'est promotion de politique pour la santé et l'équité. Bonjour de Montréal, bienvenue à cette deuxième journée de la 24e conférence de l'UIPES, promouvoir des politiques pour la santé, le bien-être et l'équité. Hier, nous parlions des possibilités qui existent. Aujourd'hui, nous allons un peu plus loin. Nous allons parler de s'affranchir des visions conventionnelles du monde pour intervenir au niveau de la santé et des inégalités. Nos conférenciers d'aujourd'hui sont des gens créatifs qui souhaitent adopter des approches qui leur permettent d'explorer la façon de mettre en œuvre les politiques, modifier ce que l'on faisait dans le passé, c'est-à-dire promotion de la santé, orientée vers le marché ou qui accroissait l'écart entre le nord et le sud. Ils s'appuient sur des exemples de communication en matière de santé, d'épidémiologie et leurs approches de changement de paradigme qui nous enseignent à tous comment nous libérer de l'héritage de politiques oppressives qui restent complices de la perpétuation du racisme au sein bien au-delà des systèmes de santé. Pour nos panélistes, s'affranchir d'un monde profondément inégalitaire signifie la promotion de la santé véritablement antiraciste, anticoloniale dans son essence et centrée sur la communauté dans sa praxis. Je suis emballée d'accueillir ces panélistes. Ils nous mettront au défi d'envisager de nouvelles façons de faire et aussi exiger une reddition des comptes de notre part. Après les avoir entendus, nous serons heureux d'entendre vos questions, vos observations. Mais je voudrais tout d'abord présenter notre premier conférencier. J'ai l'honneur de présenter M. Dean Schillinger. Il est professeur de médecine à l'Université de Californie à San Francisco. Et auparavant, il était chef du programme de prévention-contrôle du diabète dans cet État. Ses recherches ont contribué à des découvertes méthodologiques en recherche communautaire, des études quasi expérimentales, expériences naturelles, évaluation d'événements médiatiques de masse et de campagnes dans les médias. D'origine chilienne, il a beaucoup d'expérience avec les populations latines, noires, insulaires d'Asie-Pacifique. Vous devriez savoir aussi qu'il a co-créé une campagne primée de médias sociaux de prévention du diabète menée par des jeunes qui s'appelle The Bigger Picture, le tableau d'ensemble, qui associe les arts et la santé publique pour catalyser l'action sociale. Et finalement, il est récipiendaire du prix Everett de l'APHA pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine de la communication de la science. Je cède donc la parole à M. Dean Schillinger. Vous nous entendez, Dean? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un honneur de faire cet exposé liminaire. Les conversations sur la promotion de la santé. Je vais parler d'une nouvelle campagne qui fait partie de Bigger Picture qui s'appelle « La survie en attendant la révolution ». Donc, le cadre, comme il a été mentionné, c'est qu'aujourd'hui,
je vais parler de s'affranchir des vieux schémas de pensée pour ce qui est de la communication à l'égard de la promotion de la santé en parlant d'une étude de cas pour ce qui est de la promotion de la vaccination contre la COVID chez les jeunes de couleur. La campagne est diffusée sur les plateformes des médias sociaux. Et comme vous le savez, pour ce qui est de la santé publique, il est assez complexe d'avoir recours aux médias sociaux. Nous avons présenté un cadre conceptuel qui a été publié l'an dernier pour ce qui est de la multiplicité des rôles que peuvent jouer les médias sociaux en matière de santé. Par exemple, que ce soit les médias sociaux du point de vue de la propagation, de la vaccination, du traitement. Et aujourd'hui, je vais me concentrer sur le cercle extérieur de cette sphère à l'écran pour parler des différentes façons d'envisager les qualités du contenu présent sur les médias sociaux et aussi le choix des messagers que l'on utilise sur les médias sociaux. Je vais vous parler d'une retombée d'une campagne plus vaste qui s'appelle Bigger Picture, le tableau d'ensemble. Et pour ceux dont l'intérêt est piqué par ce que je vais dire, allez vous allez consulter plusieurs vidéos qui traitent des déterminants socio-économiques pour ce qui est de la pandémie et 5 nouvelles œuvres pour ce qui est de cette campagne dont je vais parler aujourd'hui. Cela se trouve sur les médias sociaux. Donc, Bigger Picture, partenariat entre Youth Speaks, une organisation de San Francisco de jeunes, et un centre de l'Université de la Californie. Au départ, on visait à combattre la propagation du diabète de type 2. Donc, nous avons décidé donc, le monde entier se concentrait sur la vaccination et nous aussi, nous avons étudié ce domaine parce qu'il y avait beaucoup de disparités dès le départ aux États-Unis. Elles demeurent toujours aujourd'hui pour ce qui est des taux de mortalité. Et vous voyez les disparités qui ont été observées entre les Noirs, les Autochtones et les insulaires, les Latins, les gens d'origine latine et les Blancs. Et comme nous le savons également, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré la disparité pour ce qui est de la volonté de se faire vacciner. Disparité entre ces groupes, mais on a peu envisagé la façon de surmonter cet obstacle, surtout chez les jeunes. Cette résistance. En Californie, il y a des disparités malgré les efforts considérables des comtés, des États pour convaincre ces groupes de se faire vacciner. Donc, les Autochtones, les Noirs et la population latina aussi, on voit encore une fois ces disparités qui persistent pour ce qui est de la 3e dose, ce qu'on appelle le rappel de vaccin contre la COVID. Et donc, il y a eu des recherches au sujet du point de vue des jeunes à l'égard de la vaccination contre la COVID. Donc, ce qui est remarquable, c'est que l'on ne proposait pas d'action précise pour ce qui est de la façon de surmonter cet obstacle. Par exemple, ici, ce papier qui a été largement diffusé, la conclusion, c'est qu'il faut se concentrer les raisons de cette hésitation et souligner l'importance de la vaccination auprès de ce groupe. Ce n'est pas une conclusion très nouvelle et qui ne propose rien de concret pour surmonter cette hésitation chez les jeunes à l'égard de la vaccination. De plus, le discours de la part de la profession médicale a
éviter de parler de politique publique et de politique. Voici un article dans une revue médicale. Le titre même vous démontre la position de bon nombre de professionnels de la santé. Donc, ne pas aborder l'aspect politique de la question comme si cela allait surmonter l'hésitation des gens à se faire vacciner. Et par contraste, quand on mobilise les jeunes de couleur, qui sont des artistes du spoken word, et quand on leur demande de participer à nos campagnes pour parler de ce problème de disparité dans leur communauté et du taux de mortalité plus élevé, ces jeunes ont tout de suite abordé l'aspect politique de la question. Et en fait, l'amorce à cette campagne est indiquée à l'écran. La COVID est un virus qui ne fait pas de discrimination, mais la société, oui, les gens de couleur ont souffert et sont morts de la COVID plus que les autres. Et maintenant, nous avons un vaccin. Donc, l'introduction à tous les vidéos fait le lien clairement entre cela, la disparité et le racisme. Et souvent, il y a des termes ambigus qui sont utilisés. Donc, la personne qui regarde la vidéo peut en tirer ses propres conclusions. Maintenant, je voudrais partager avec vous un exemple d'une vidéo de la campagne « La survie en attendant la révolution ». Et ces poèmes ont été créés après un atelier de 5 jours, 2 heures par après-midi pendant 5 jours, au cours desquels on a présenté de l'information de base aux jeunes au sujet de la COVID, de ces disparités, et on leur a demandé à rédiger un texte en se basant sur leur propre vécu afin de communiquer avec leur propre communauté. Donc, tous ces poèmes ont été créés à 100% par des jeunes. J'ai fait un peu d'édition pour assurer l'absence de toute inexactitude pour ce qui est du contenu, mais pour ce qui est du message, ce sont les jeunes eux-mêmes qui l'ont créé. Donc, je voudrais partager avec vous ce poème « Promenade dans la vallée » et c'est un poème de Nia Leilani. Donc, nous allons entendre cette vidéo qui ne pourra pas être interprétée. As if they alone give my skin permission. My sliding closet door slams back and forth against the wall as I contemplate what makes most sense to wear. I push past my favorite unapologetically black tees, as if they alone give my skin permission to breathe freely. Today, I'm not sorry for my complexion, just consumed with insatiable caution and distrust. The insidious evils of racism haunt me like a shadow that still exists in the dark. Maybe this is paranoia, or more like the last fingernail digging into a dying grip on this fantasy of controlling what I can't. Now slithering away again, it is 10 a.m. on an overcast Wednesday morning, 1 hour before my vaccine appointment. Even in my disjointed rush movements, it does not escape me how inaccessible this time is for most working folks. That losing this many hours in a workday could mean losing a job. Or that I made this appointment online without wondering how to pay for the internet I access. On the ride there, I hold closely the Black community experiencing poverty at 2.5 times the rate of white folks in this country, for whom this might not be possible.
Roughly 30 minutes, several cities, and $21.04 later, I pull up to the site and wait in line until the white man approaches me calmly, says he will be administering my vaccine. He does not introduce himself, but I see his name at his station, Jeremy. He motions toward the chair. Have a seat. Make yourself comfortable. His voice glides gently across our shared, fractured, mask-filtered air with a soft kindness, perhaps to build a bridge between my expected nervousness and his assumed expertise. And all I could think is this man wears the skin I've never trusted to manage my health. Can't help but replay when health officials first announced new vaccine. The name Henrietta Lacks still echoes twice as loudly back. Thunderclaps Tuskegee experiment 10 times, tightening a chest already hypertension prone. Centuries of forced sterilization, false beliefs of a higher pain tolerance, still ongoing, and still shrieking silently underneath my skin as it prepares to be pierced. I know American healthcare to be one of many aliases for systems that don't live up to their name. My health, not its objective. My care, not the central priority at stake. At least American gets me through the hospital door, but does not guarantee I walk any better or wiser or at all, especially when hospitals are more likely to call security on their Black patients and visitors than their white ones. I don't know what health insurance will protect me from this little health insecurity. This is why every medical practitioner I've ever chosen is a woman of color. Perhaps this is where medical racism's unshakable shadow is most unseen, but at least there's a higher chance that she knows the intricacies of the dark. I wonder if Jeremy knows Black women are 3 times more likely to die from COVID-19 than white men. Yet the unknown and unanswered questions I have about this vaccine make me feel equally as grim. What exactly is in that syringe? What are its long-term effects? How can I trust it when I don't trust the system it came from? How many times will I be asked to make blind decisions for my survival, for his? I could list a million reasons not to be here, yet I am anyway. They say Black and Latinx folks are getting vaccinated around half the rate of white folks in the US, even though we've had higher rates of cases and deaths. And I immediately think of a recent Saturday Night Live skit. Made a game show about Black folks' unwillingness to get vaccinated, an American cultural staple of reducing Black trauma in entertainment. I wonder how long these manufactured laughs will last until we become the new face of anti-vax. And they tell every Black person who did not get their shot that death is a bed they deserve to lay in. But get this, in the first month these vaccines were available, they went largely to communities that were least impacted. This pierces me much harder than that shot. Less than a pinch worth of pain. The silent shrieking underneath my skin does not manage to escape as Jeremy recites side effects on a timeline until I am considered safe. And he confidently states, that's it? As if the only suffering worth mentioning ends 2 weeks after my second shot. 3 million people dead and counting globally. And the US still spit back America first at India's ask for help before remembering its status as a self-appointed global superpower. Patents and vaccine holds have already set back Africa's development back up to 5 years, which is to say, racism's shadow has always been bigger than the sidewalk's tracing of my body. I got my shot to stand with the people who know this darkness like the back of their hand. And for my elders, whose belly rolls have never succumbed to an apology for their Blackness. All I want to do is hug them and tell them that they are the reason I know glory to be human. And for me, to gamble on the promise of another tomorrow and live to tell about it, even if it means a walk through the valley of the shadows.
Okay. Très bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, tout d'abord, je voudrais dire que lorsque j'ai lu ce poème et sachant que cette œuvre serait diffusée, j'avais beaucoup d'hésitation. C'est un poème qui transmet un message très clair au sujet de la vaccination et je dirais qu'il le qualifierait d'une approche de communication critique. Mais c'est ce que les jeunes ont retiré ont présenté à l'introduction. Au début de 2020, au milieu de la COVID-19, il y a des soulèvements pour la vie des Noirs. Le projet s'est étendu au-delà du diabète pour traiter de la violence structurelle. Nous reconnaissons les conditions qui permettent au diabète type 2 de ravager nos communications, mais ces mêmes conditions nous rendent vulnérables à la pandémie, changement climatique, violence de la police et autres violences structurelles, et ces conditions sont interreliées. Par exemple, souffrir du diabète accroît le taux de mortalité de 2 à 3 fois. Ces conditions pourraient être prévenues parce qu'elles découlent des disparités entre les différents groupes de la société. Il faut utiliser sa voix pour aider à protéger la santé des Noirs autochtones, personnes d'origine latine et insulaire du Pacifique. Il s'agit d'une introduction extrêmement convaincante qui m'a aidé à aller au-delà de mon propre malaise pour faire la promotion de ce type de communication critique. Donc, nous avons 5 œuvres sur le site Web. Comme je l'ai dit déjà, nous sommes à réaliser 7 poèmes, vidéo-poèmes qui sortiront bientôt. Et la question qui est souvent posée, pourquoi cette campagne s'intitule « Survie en attendant la révolution ». Eh bien, ces termes, ces mots qui s'ajoutent aux paroles des jeunes, des poèmes des jeunes, tout cela est aligné. Au départ, il y avait un grand malaise quand on leur a parlé de participer à une campagne de vaccination dans leur communauté. Et après 2 jours de discussion, ce titre de la campagne les a unifiés autour d'un thème commun. La survie en attendant la révolution fait partie, en fait, de la philosophie d'origine des Black Panthers, un mouvement des années 60. Le dirigeant a rédigé ceci pour que les personnes soient sensibilisées au fait qu'elles devraient élaborer des programmes qui permettent de répondre à leurs besoins quotidiens. Ces programmes ne sont pas des solutions à nos problèmes. Voilà pourquoi nous les appelons des programmes de survie, c'est-à-dire la survie en attendant la révolution. Et les jeunes ce concept a trouvé écho chez les jeunes et cela les a vraiment motivés dans la rédaction de leurs poèmes. Maintenant, pour parler des preuves scientifiques, à cet égard, je voudrais présenter 2 exemples. Tout d'abord, premier exemple, aux États-Unis, des données concernant le logement et la possibilité pour les gens de s'isoler si un membre de la famille est infecté par la COVID. Le docteur Siegel
de Cleveland a réalisé une étude nationale qui a montré que l'isolement ou la quarantaine était impossible dans plus de 25 millions de logements qui représentaient 20 de toutes les unités résidentielles aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas suffisamment de chambres, de salles de bain ou les deux. Et 81 millions de personnes vivent dans des unités qui ne sont pas appropriées pour l'isolement. Par rapport aux Blancs, les personnes de couleur ont 2 à 3 fois plus de risque d'occuper une unité qui ne permet pas l'isolement ou la quarantaine. Et pour ce qui est des lieux de travail et la possibilité d'être en télétravail et de se protéger contre toute exposition. Aux États-Unis, il y a de grandes variations selon la race, le groupe ethnique, le niveau d'instruction et le statut de citoyenneté. Seulement 3 ayant moins d'une éducation secondaires ont pu travailler à la maison par rapport à 50 des personnes ayant un diplôme universitaire, par exemple. Donc, cela montre que les conditions socio-économiques entraînent des disparités pour ce qui est du taux de mortalité de la COVID. Maintenant, ici, ce concept des causes sociales de la mortalité découlant de la pandémie. Donc, pour cela, mes collègues ont rédigé un document très convaincant que nous avons présenté aux jeunes où ils décrivent un nouveau type d'immunité collective. Les disparités en ce qui a trait à la COVID-19 montrent que le fait que l'on ne protège pas certains membres de la société non seulement le nuisent à eux, mais aussi cela entraîne la propagation. Cela est le reflet de politiques de programmes qui créent des disparités qui ne font que s'aggraver pendant une pandémie. Il faut avoir une nouvelle immunité collective. Il faut qu'une proportion suffisamment élevée de la population soit protégée contre des déterminants sociaux. Il est tout à fait clair dans ce poème que le concept de cette nouveau type d'immunité. Donc, j'aimerais maintenant terminer avec un message sous-jacent de ce poème et aussi de mon intervention. C'est-à-dire que nous devons véritablement nous affranchir non seulement des anciennes façons des messages transmis par la santé publique, mais aussi par rapport aux façons modernes de transmettre ces renseignements. De façon traditionnelle, les messages publics, les messagers étaient des experts ou des célébrités qui parlaient au nom de leur collectivité. Contrairement à cela, lorsqu'on parle de communication critique en santé, les messagers sont très souvent des personnes normales, des kidam, qui représentent véritablement leur collectivité, la communauté à laquelle ils s'adressent. Donc, il s'agit de la personne le poème qu'on a entendu est terriblement talentueuse, c'est une poétesse, mais elle représente, si vous voulez, la vie quotidienne des personnes qui vivent dans sa communauté. Les stratégies traditionnelles pour la transmission des messages en santé publique, de façon générale, sont basées sur les faits et aussi sur la crainte parfois. Parfois, elles sont... c'est un peu du spectacle, alors que les nouvelles communications utilisent et tentent de contextualiser les vies ordinaires des gens. Elles utilisent la complexité lorsqu'il est question de problèmes et de solutions. Et elle se fait dans un contexte de réalité. Par exemple, on parle d'un exemple d'une personne qui vit à Oakland, en Californie. Par ailleurs, ces réformes dans les messages publics ont tendance à utiliser des arguments fondés sur la logique, qui tirent parti de nos connaissances, alors que les communications critiques, cette nouvelle démarche, utilisent très souvent des récits, des méthodes de récit, et elles tirent parti des expériences émotionnelles des messagers eux-mêmes. En quatrième lieu, les perspectives et la position des messages traditionnels est fait davantage preuve d'autorité et il manque d'ambiguïté. Par ailleurs, les communications critiques et cette nouvelle théorie remettent en question, sont davantage critiques et leurs messages sont peut-être ambigus ou ambivalents. Vous allez constater qu'on ne propose pas un cadre
on suggère plutôt que les personnes devraient se faire vacciner. On ne donne pas d'ordre et on se fonde sur le bon jugement et le point de vue critique de la personne afin qu'elle fasse prenne sa propre décision. En général, ils sont uniques traditionnellement, alors qu'en communication critique, ils se passent dans des lieux communs. Et dans les traditionnels, il s'agit de donner des instructions, alors que dans la nouvelle façon critique, on se sert de la poésie et de l'art pour communiquer ces messages. Brièvement, il y a eu une merveilleuse revue de la communication il y a quelques années, et je voudrais vous faire part de certaines citations de mes collègues qui ont écrit sur ce sujet, cette nouvelle démarche en communication dans le domaine de la santé. La prémisse que la recherche est claire, améliorer les communications et les procédés dans tous les domaines reliés à la santé. Cependant, les différences philosophiques sur ce que l'on entend par communication ou ce que la santé signifie causent un secteur multiparadigme d'études. Donc, si on les traite comme un transfert d'informations, ça utilise une façon de voir et de fait de percevoir la communication comme le processus constitutif de la constitution du sens. Conceptuel de la santé mais que l'on peut obtenir la concordance, même le contrôle social par rapport à un point de vue d'une lutte sociale. Donc, cela nous mène à des points différents, à des lieux différents. Un autre a écrit les approches critiques à la communication en santé se préoccupent de quelle façon nous allons influencer la construction par rapport à la santé et la réponse à la maladie. Les chercheurs sont motivés par un point de vue politique et d'un objectif éthique de construire l'équité et les droits de la personne en l'atteignant en ayant un impact sur les forces qui contraignent l'expérience de la santé de plusieurs personnes marginalisées et opprimées. Donc, le fait de la théorisation critique, ça veut dire de déconstruire les conceptions préconçues et d'offrir des possibilités pour des solutions alternatives qui ont davantage de sens. On pourrait dire que les approches critiques sont de façon inhérente et ouvertement biaisées. C'est-à-dire que les communications en santé par les chercheurs se confortent à un cadre ou un engagement personnel à faire la promotion d'un changement agressif plutôt que de favoriser la santé et le développement. Et ce que je trouve remarquable, c'est que aucun de ces jeunes poètes se préoccupe de cette frontière, mais très naturellement, ils en arrivent à la communication de type critique, cette approche afin de faire progresser leur message, de communiquer leur message. Tout cela, bien sûr, c'est une façon traditionnelle de communiquer, d'accord? Il a écrit qu'il facilite, c'est un petit peu la logique du système actuel, ça devient la pratique de la liberté, les moyens par lesquels les hommes et les femmes traitent la réalité de façon critique et découvrent de quelle façon participer à la transformation de leur monde. Donc, je vous incite, si vous avez le temps de le faire, de regarder un petit peu The Bigger Picture et de regarder ces vidéos librement. Elles sont tout à fait étonnantes et il y en aura d'autres qui suivront. Merci infiniment. Maintenant, je passe la parole à la modératrice et au Dr Jean Dulay. Merci beaucoup. De nous partager votre expérience et aussi de mettre en lumière l'importance d'innover dans les communications en santé publique. La prochaine intervenante à se joindre à nous est Mme Karine Gentelet, qui est professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Elle est également titulaire de la chaire de recherche en intelligence artificielle et justice sociale à l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Ses intérêts de recherche et ses publications portent entre autres sur l'usage des technologies numériques et l'intelligence artificielle pour améliorer la justice sociale, la reconnaissance des droits des peuples autochtones, l'éthique de la recherche en contexte autochtone et la responsabilité sociale des chercheurs. Elle est très active dans la promotion et la défense des droits humains au sein d'Amnesty International depuis 2007. À vous la parole, Madame Gentelet. Est-ce que vous nous entendez bien? Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien?
J'ai pas de retour de son, mais c'est correct. Écoutez, je suis vraiment, ravie d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur, pour moi de participer à cette, rencontre et de vous présenter, les travaux, que j'ai effectués. Avant de débuter, je suis située à Montréal et le fait de discuter, notamment des processus de dématérialisation des interactions sociales, mais aussi, des enjeux de santé, ne doit pas pour autant faire de invisibiliser les rapports de pouvoir inéquitables et particulièrement ceux issus de la colonisation. Aussi, avant de débuter ma présentation, je reconnais que je suis sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Et je remercie donc la nation Moa, Kanien'kehaga, de son hospitalité en ce territoire non cédé. Alors, euh, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur des recherches que j'ai menées en août, d'avril à août 2020, dans le cadre d'un comité de travail qui a été mis en place au sein de l'Observatoire des impacts sociétaux du numérique qui est situé à l'Université Laval et sur lequel nous nous sommes penchés sur les réponses technologiques à la COVID. Et je suis vraiment ravie de passer après Monsieur Schillinger parce que c'était justement un des éléments que je remarquais dans toutes les discussions sur la COVID et les solutions qui étaient proposées à la COVID, notamment les solutions en lien avec les technologies numériques et de l'IA, c'est qu'il y avait, selon moi, un angle mort entre les solutions qui étaient proposées et les inégalités sociales de santé qui étaient constatées depuis on va dire, des décennies, qui étaient extrêmement présentes et qui, si vous voulez, n'étaient pas intégrées dans les solutions qui étaient proposées au niveau notamment des applications numériques et des applications qui utilisaient l'IA. Alors, avant de commencer aussi, ce que je voudrais vous présenter, c'est toujours important pour moi quand j'interviens dans des forums qui sont multidisciplinaires. Je suis sociologue de formation, sociologue, anthropologue, et donc je voulais, travaillant sur le numérique, c'est pas toujours évident d'avoir un terrain commun d'entente. Donc je voulais au moins vous montrer les concepts à partir desquels j'avais travaillé dans cette recherche que j'ai fait avec une étudiante en droit, Alexandra Bahari. Et donc, ce qu'on a utilisé, ce sont des théories qui sont à la fois des théories sociologiques, à la fois des théories basées sur les formes de discrimination, les inégalités sociales et inégalités de santé, mais également sur tout ce qui est basé sur les théories de margins en IA et sur des études critiques sur les données. Un autre élément qu'on a essayé de mettre en lien avec les déterminants sociaux de la santé, c'est notamment tout ce qui est les concepts de population vulnérable en intelligence artificielle et en technologie numérique. On parle beaucoup de population vulnérable et c'était important pour nous de mettre en avant des concepts de population marginalisée et notamment d'utiliser des enjeux d'intersectionnalité et de rapport de pouvoir. Et donc aussi de mettre en avant une perspective de terrain qui était bottom-up. Donc ce qu'on a fait principalement dans la recherche, c'est une revue de littérature, on a essayé de voir comment est-ce que les groupes qui étaient affectés par le coronavirus notamment et le Covid-19 essayaient de proposer des solutions pour répondre et comment est-ce que les solutions que eux proposaient, en quel lien est-ce qu'elles étaient en rapport avec les solutions qui étaient les solutions technologiques qui ont été mises en avant durant la pandémie. Alors, la crise de Covid-19, je veux juste aussi faire une mise en contexte pour qu'on comprenne exactement dans quelle mesure est-ce que ces solutions technologiques ont été déployées et leur contexte non seulement de déploiement, mais comment est-ce qu'on est arrivé à penser à ces solutions technologiques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une crise qui était d'une magnitude absolument inédite, qu'à la fois on avait des enjeux de perspective à court terme et combinés à une incertitude à long terme. Qu'est-ce qu'on allait devenir quand notamment il y a commencé à avoir les premières, notamment au Québec et au Canada, quand on a commencé à avoir la fermeture des magasins, etc., on pensait que ça allait être pour quelques semaines et finalement, ça s'est avéré être beaucoup plus, sur du beaucoup plus long terme. Donc, à la fois, on a vu donc,
une tension entre une perspective à court terme et des incertitudes à long terme. Il fallait à la fois agir très rapidement et être très flexible. Et finalement, ce que ça mettait, c'est un stress et une pression sur l'appareil, notamment tout ce qui était le système médical, mais aussi sur l'appareil étatique, vraiment un stress assez continu et à large spectre. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est des enjeux, une émergence d'enjeux qui, si vous voulez, étaient d'une certaine nature et qui ont évolué. Donc la flexibilité était vraiment très importante. Je vais passer parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enjeux qui ont été vus par mon collègue. Et étant donné que j'ai aussi 14 minutes qu'il me reste, je veux justement bien développer sur ce qui est le plus pertinent pour vous. Donc, en termes de réponses qui ont été proposées, voyons voir ce qu'il en est. Alors, dans les réponses numériques et d'IA qui ont été proposées à la Covid, on a vu notamment des outils qui étaient pour faciliter la distanciation sociale et la surveillance des mouvements. On a vu des outils qui ont été mis en place pour numériser les services existants ou la prestation de services, modéliser les flux et les tendances notamment de la Covid, traçage de contacts bien évidemment, notification d'exposition, le passeport vaccinal, les mesures de quarantaine et d'isolement qui allaient souvent avec les outils de notification d'exposition, des outils aussi de détection de l'infection et des outils pour la gestion clinique et la gestion des cas. J'ai ici quelques exemples d'outils qui ont été mis en place, notamment au Canada avec la fameuse application Alerte Covid du gouvernement fédéral. Aussi des outils qui ont été mis en place pour notamment aider à la prise de décision dans le secteur médical. Et quand je parlais notamment d'outils, encore là avec des outils dans le secteur médical. Et enfin, dernier exemple, un outil qui a été mis en place, qui avait été développé pour justement évaluer comment est-ce qu'on pouvait respecter la distanciation sociale qui, au Québec, était de 2 mètres. Donc, voici. Alors, excusez-moi, je suis obligée d'avancer très vite parce que je veux passer cette partie-là qui a été traitée excessivement mieux que moi par mon collègue avant. Alors, on arrive aux inégalités numériques et notamment, alors un des enjeux qui a mené à la recherche et qui a mené à cette revue de littérature que nous avons faite, Alexandra et moi, c'est qu'on se disait, mais il y a donc toute une littérature qui existe sur les déterminants sociaux de la santé, sur les inégalités sociales, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que, premièrement, il n'y a pas de liens qui sont faits avec les inégalités numériques, et c'est ce dont je vais parler, et comment est-ce que ça se fait que ce lien-là ne se fait pas. Donc, sur les inégalités numériques, ce qu'il faut savoir, et c'est une des raisons pour laquelle il est important d'en parler en contexte de santé, parce que souvent, on va parler des inégalités de santé d'un bord, donc le secteur de la santé publique va focuser là-dessus, et ensuite, tout ce qui est les inégalités numériques, généralement, est traité par les personnes qui sont plus en technologie, qui soit en IA, soit du numérique. Or, en fait, il y a vraiment une interconnexion et la crise de Covid a montré très fortement cette interconnexion-là. Souvent, dans les inégalités numériques, on parle beaucoup de fracture numérique au singulier. Or, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il y a en fait 3 niveaux de fracture. Voici les 2 premières qui sont un accès à l'équipement, donc accès Internet, équipement qui peut être l'accès soit Internet, soit un ordinateur, et qui font que finalement, il y a des contextes distincts d'usage, et que dépendamment du revenu, de l'âge, ou encore de la localisation, selon qu'on soit par exemple dans une communauté qui est éloignée, l'accès Internet n'est pas le même. On connaît par exemple les enjeux qu'il y a dans les communautés plus reculées sur un accès Internet à haute vitesse qui soit stable, ce qui a une incidence énorme quand notamment on veut aller chercher de l'information ou télécharger des documents par exemple en PDF qui sont beaucoup plus lourds. La deuxième fracture numérique, elle est sur les usages. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une disparité dans les usages au niveau de la condition sociale. Savoir que est-ce qu'on utilise Internet, par exemple, pour aller sur les médias sociaux, ou est-ce qu'on utilise Internet pour travailler, ou encore pour aller chercher de l'information qui est beaucoup plus, on va dire, importante que juste d'aller visionner des vidéos, par exemple, sur YouTube ou sur Facebook.
et que finalement, ce qu'on voit dans les usages, c'est qu'il y a une sorte de discrimination entre les personnes qui peuvent avoir accès à l'information qui est vérifiée ou de la fausse nouvelle, et notamment, on voit les fameux fake news en santé, ça a été un élément qui était extrêmement important durant la pandémie. Et donc, en fait, ces deux niveaux de fracture-là, si vous voulez, ont une interconnexion entre les deux. Ça, c'est déjà des éléments qui sont extrêmement importants et dont on a vu qu'il y avait des impacts lors de la crise qui continue toujours, mais de la Covid, où il y a un certain nombre de services qui ont été dématérialisés, où il était important, par exemple, d'aller, alors en lien avec la santé, qui était important d'aller chercher de l'information sur des sites Internet, des gens qui, par exemple, avec des adresses Internet qui étaient extrêmement compliquées à retenir, ou alors de l'information qui était difficile à trouver. Ce qu'on a vu aussi, et je pense à mon collègue qui a parlé précédemment, je me rappelle que notamment à New York, pour prendre des rendez-vous pour la vaccination, le lien pour aller s'inscrire pour la vaccination était difficile à trouver. Et je sais que dans certains quartiers de New York qui étaient justement ciblés pour la vaccination, on s'est aperçu que c'était les gens d'autres quartiers qui avaient un accès Internet et qui étaient beaucoup plus qui avait une meilleure, si vous voulez, habileté numérique à naviguer sur les sites qui finalement allaient s'inscrire, alors qu'en fait, ce site Internet-là, normalement, était réservé à des populations qui étaient prioritaires en termes de vaccination. Donc, les faits avaient été contraires à ce qui avait été anticipé. Donc, ça, déjà, ces deux fractures-là sont extrêmement importantes. Ce qu'on voit, c'est que finalement, en quoi est-ce qu'elles sont importantes? C'est qu'il y a une modélisation de l'exclusion à l'inégalité. C'est-à-dire que finalement, une exclusion numérique qui est préexistante en termes d'accès, en termes d'usage, finalement a une incidence sur, du fait de la numérisation accrue du contexte des interactions sociales en pandémie, fait que finalement, on a non seulement une exclusion sociale, mais on a aussi une exclusion numérique. Donc, on a une double exclusion. Donc déjà, ces deux facteurs-là sont extrêmement importants. Au niveau de la troisième fracture numérique, celle-ci est importante et c'est la raison pour laquelle je la traite séparément, c'est qu'on voit une fracture numérique dans les données et c'est ce que je dirais autant les premières constatations dans les réponses numériques au niveau de la fracture 1 et la fracture 2 ont été relativement vite comprises et vite, on va dire, intégré comme un enjeu majeur. Cette dernière fracture-là sur les données est probablement quelque chose qui est un enjeu encore à venir et dont on n'a pas mesuré toutes les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle je veux en parler séparément. Donc, ce troisième niveau de fracture, c'est qu'il y a une sous-représentation de certains groupes de population. Généralement, ce sont des groupes de population qui sont déjà marginalisés dans les données et que finalement, les réponses qui sont apportées du fait d'outils numériques et de l'IA qui utilisent ces sets de données qui sont biaisés, fait que les solutions ne répondent pas à leurs besoins. Et donc, finalement, il y a non seulement un biais originel au niveau de la société, puisqu'elles ne sont pas représentées, il y a un biais dans les données et ça donne, si vous voulez, un biais encore plus renforcé dans les solutions. Donc une invisibilisation, et c'est pour ça par exemple que dans les théories sur la numérisation des services, on parle de marginalisation de la marginalité. C'est-à-dire que tout ce qui est des groupes marginalisés se trouve encore plus mis à la marge du fait de ces biais et cette discrimination qui devient structurelle sur plusieurs niveaux. Excusez-moi, je vais passer. Ah oui, je voulais vous présenter notamment par rapport à ce qui s'était fait au Canada, une initiative qui a été mise en place justement sur l'invisibilisation de groupes dans les données, de certains groupes. Il y a justement cette initiative qui a été mise en place à Montréal pour, ça s'appelle Colors of COVID, d'un groupe communautaire qui a pris conscience que certaines populations étaient complètement invisibles dans les données de santé publique et donc elles étaient invisibles dans les solutions et qui a décidé de mettre en place une collecte de données à partir notamment d'un réseau communautaire et de faire en sorte que ces groupes-là deviennent un peu plus visibles. Donc c'est un exemple d'invisibilité dans les données. Alors,
ce que ça veut dire au niveau technologique. C'est que, premièrement, les populations qui sont... pourquoi est-ce qu'on parle d'invisibilisation dans les données? C'est que souvent, il y a une généralisation du fait qu'on pense que la population qui utilise la technologie est représentative de la population en général, alors qu'en fait, il y a des groupes qui n'utilisent pas, et mon collègue l'a très bien montré auparavant, il y a des populations qui, justement, n'utilisent pas les technologies de la même manière, et du fait notamment des fractures, de ces 3 fractures. Et donc, ils ont un accès restreint aux équipements et ils ont une dépendance face aux structures communautaires. Ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, les solutions technologiques qui sont mises en place, notamment la dématérialisation d'un certain nombre de services de santé, sont à destination de groupes de population qui sont déjà en marge du système majoritaire, du fait d'une intersectionnalité d'enjeux et des profils. Et donc que ces personnes-là qui sont déjà impactées par 2 premiers niveaux de fracture, c'est-à-dire dans les usages et dans les structures, se trouvent encore plus impactées. Donc il y a un renforcement, si vous voulez, de la discrimination et de la marginalisation. Et ça c'est vraiment quelque chose qui, en IA et dans le numérique, pose un problème et qui souvent n'est pas connu de la part des décideurs publics. Je vais passer sur celle-là aussi, parce que Alors, ce qui s'est passé dans les réponses, puis ça va m'amener à terminer ma présentation sur un certain nombre de recommandations, c'est que finalement, dans les réponses qui ont été mises en place, non seulement il y avait un angle mort entre les inégalités de santé, les inégalités, les fameuses 3 fractures numériques dont je vous ai parlé, mais ce qu'on a vu aussi, et c'est peut-être la chose, une des recommandations, enfin, la série de recommandations que je vais vous présenter tout à l'heure porte là-dessus. C'est notamment le fait que ce qui a été mis en place, c'est qu'on a donné la primauté à l'innovation par rapport à l'effectivité des solutions qui ont été mises en place, qu'on a mis en avant, on a donné une primauté à l'efficacité logistique et que finalement, c'est pas la solution c'est la solution qui a primé et non pas l'effectivité ou la manière dont on a développé la solution. Que c'est aussi la rationalité économique qui a primé et ce qu'on appelle dans la théorie notamment du numérique et de l'IA, c'est un solutionnisme technologique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu notamment, c'est que toutes les solutions qui étaient mises en place au niveau soit du système de santé, des outils d'aide à la prise de décision ou étaient des outils qui étaient présentés comme allant régler des enjeux, allant soit complètement les régler, mais vraiment à les solutionner, si vous voulez, et faciliter les choses. Or, ça ne se passe vraiment pas complètement comme ça. Et qu'il y avait aussi un enjeu qui a été qu'on commence à prendre en considération, c'est que l'expérimentation, si vous voulez, non seulement on disait la technologie allait solutionner la chose, on l'a mis, comme disait à un moment donné le Premier ministre, je crois, on bâtit les rails en même temps que le train avance. Donc, si vous voulez, une expérimentation qui s'est faite en temps de crise. Et finalement, ce que ça a amené aussi, c'est une absence de réflexion critique sur les enjeux structurels. Et donc, la discrimination qui était renforcée du fait de jeux de données biaisés, du fait d'outils qui étaient développés sans tenir compte de ces biais et du fait aussi d'outils qui ont été développés pour des raisons soit économiques, soit d'efficacité logistique ou managériale. Alors, en termes de recommandations, qui arrivent à la fin, et ça tombe bien parce qu'il me reste une slide. Je veux juste passer à la dernière qui peut-être concerne un peu plus ceux que le public auquel je m'adresse ce matin, c'est que il est important quand on développe des outils comme ça, particulièrement dans une crise, puis j'espère qu'on n'en rencontrera pas d'autres, mais ce type de crises qui sont à la fois, dont on a de la difficulté à maîtriser les contours et qui sont d'une très grande ampleur, c'est que les processus de consultation
l'implication des populations qui sont concernées sont vraiment excessivement importants parce que il y a un certain nombre d'enjeux, notamment au niveau des inégalités de santé, qui pourraient ne pas être pris en considération. Un autre élément qui est très important, c'est d'avoir des outils qui sont transparents et mettre en place des processus de redevabilité, notamment de ces processus-là. Ce qu'on a vu du fait notamment d'utilisation d'outils sur la base d'une efficacité qui soit managériale et où la technologie et la parole experte dominaient, finalement, il y avait non seulement, il n'y avait pas, si vous voulez, on mettait en place des outils et il y a très peu après d'évaluation, notamment de ces outils et de l'efficacité de ces outils. Un autre élément, je pense, pour les décideurs et les administrateurs qu'il est absolument important de prendre en considération, j'en ai peu parlé dans cette présentation-là, mais ça fait partie des travaux que je mène depuis plusieurs mois, c'est une autonomisation des usagers. C'est-à-dire que dans ces outils-là, les usagers ont été pris complètement en charge par l'État ou par d'autres structures qui a défini d'une manière top-down quels étaient leurs besoins, sans prendre en compte justement ces fameux déterminants sociaux de la santé qui étaient pourtant listés et qui auraient pourtant dû être pris en compte et que finalement les personnes ont très souvent, on va dire en bon français, levé des flags pour dire il y a un problème ici, notamment cette initiative qui a été mise en place à Montréal par un groupe communautaire, Colors of Covid, qui disait mais il y a un problème de représentation de nos populations dans les données en santé et il faudrait nous écouter. Ça s'est fait, mais ça s'est fait à quel prix et c'est ça qu'il faut absolument tirer comme leçon et d'avoir une représentation critique par rapport à ça. Un autre élément qui est extrêmement important et qui tient, j'ai fini là-dessus, hein, je veux juste rassurer les présidents de séance, un autre élément qui est la représentation critique qu'on a notamment des outils et le besoin pour les administrations, les administrateurs ou les décideurs qui mettent en place des outils en lien notamment avec l'aide à la prise de décision et particulièrement en matière de santé, c'est d'avoir une évaluation de ces outils-là, c'est-à-dire comprendre d'où viennent les données, pour justement être en mesure d'évaluer dans quelle mesure ou à quel niveau les sets de données sont biaisés. Et les sets de données sont tout le temps biaisés puisqu'ils sont tirés des usages des personnes. Donc, les usages étant biaisés, les données sont biaisées. Une évaluation de la méthodologie aussi qui a été mise en place pour développer ces outils-là. Et donc, est-ce que cette méthodologie-là va servir vraiment les buts pour lesquels elle a été développée? Et aussi en termes d'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est acceptable de mettre en place des outils d'aide à la prise de décision, des outils par exemple qui vont permettre la notification de contact? On le voit, il y a des groupes de population notamment qui ont souffert énormément et qui étaient énormément impactés parce que, par exemple, on pense à des groupes notamment issus des femmes monoparentales qui ne pouvaient pas se permettre d'être malades et qui ne pouvaient pas se permettre par exemple de s'isoler et qui avaient aussi un statut migratoire qui était précaire et donc ces outils-là étaient plus une manière de les contrôler et de les exclure encore plus que d'autres choses. Un autre élément aussi qu'il est important, je pense, de prendre en considération, c'est la conformité aux droits de la personne de ces outils-là, en savoir que la crise a été d'une telle ampleur qu'il y a eu des fois des tentatives pour le bien-être aussi de la population, c'est-à-dire je ne remets pas ça en cause, mais il y a eu quand même la limitation d'un certain nombre de libertés civiles et de faire en sorte que ces outils-là, même s'ils sont pour, on va dire, le bien-être et le fait de trouver des solutions et de trouver des solutions à la crise, soient justement en conformité aux droits de la personne et qu'ils ne renforcent pas les discriminations. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je serai prête à répondre à vos questions. Bonjour, merci beaucoup, Madame Gentelet, d'avoir mis en lumière les inégalités numériques. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment. Notre troisième intervenant, M. Madali Tsofiri, avait très hâte de se retrouver parmi nous, mais en raison de soucis techniques, on va plutôt l'attendre demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc, on passerait directement à la période de questions. Donc, on vous invite à inscrire vos questions dans le chat. Et quand il y a des questions qui vous intéressent, vous pouvez les liker ou les aimer pour qu'elles soient traitées en priorité afin qu'on puisse répondre aux questions qui sont les plus populaires dans notre auditoire.
Alors, la plupart des questions sont en anglais, donc je vais les lire en anglais. Voilà, la première qui était très populaire en fait dans le chat. Donc, c'est aussi un commentaire en même temps. It seems to me... Il me semble qu'on pourrait concevoir la plupart des programmes de la promotion de la survie comme des programmes de survie, de santé, pardon. Et comment peut-on adopter une pratique vraiment révolutionnaire et quels sont les obstacles qui empêchent de passer à ce type de programme. Avez-vous besoin que je répète la question? Je vais tenter de reformuler la question. En fait, dans quelle mesure les messages de promotion de la santé doivent-ils permettre de modifier les programmes qui sont des programmes de survie, donc passer à des messages de survie, à des messages de révolution? Are beginning to do that. Je pense que nous commençons à le faire. Et en fait, je dirais que cette conférence est un exemple de ce déplacement dans nos messages. Évidemment, dans le cas d'une crise, nous nous fondons sur des expériences passées et j'ai l'impression qu'il fallait créer des messages de promotion de la santé qui soient bien adaptés à cette crise. Donc, à court terme, il s'agit de survie. Mais les messages que l'on retrouve dans la campagne Bigger Picture, ça rapporte au contrôle du diabète et c'était à un niveau beaucoup plus fondamental. Ces messages en appelaient à un changement fondamental justement dans les politiques de santé et au niveau local, au niveau des États, il y aura des changements qui pourront être vus comme étant plus révolutionnaires. Donc, pour faire avancer la révolution, il faut que la promotion de la santé soit vraiment intégrée dans le processus politique, qu'il soit formel ou informel, ce qui décide des structures de la société. Il y a bien des exemples dans l'histoire de ce genre de choses, mais habituellement, cela ne provient pas de gouvernement ou d'universitaires, ce type de communication. Merci. Madame Gentelet, avez-vous quelque chose à ajouter? No, thank you. So the next question. Donc, question suivante, à l'intention du professeur Schillinger. Pouvez-vous nous parler plus longuement de l'atelier de 5 jours avec les jeunes pour la campagne de poèmes? Qui étaient ces jeunes? Comment ils ont été choisis? Et pourquoi ont-ils voulu participer à cet atelier? Oui. Eh bien, la campagne de Bigger Picture a commencé il y a 10 ans à peu près. Et un des poèmes ou des poètes qui a le mieux réussi était un jeune de 17 ans à l'époque. Il s'appelait Gabriel Cortés. Il est maintenant directeur du programme Bigger Picture dans l'organisation Youth Speaks. Il a été un animateur de l'atelier. Je lui fournit certains contenus en matière de santé publique, mais il a pu vraiment traduire les principes de la campagne Bigger Picture, donc les présenter à ces jeunes pour les motiver à créer leurs poèmes. Lors de la campagne, dans le cadre de la campagne, nous embauchons habituellement des jeunes qui sortent de l'école secondaire et qui sont déjà des gens qui écrivent bien, et c'était surtout pour le diabète. Mais pour ce qui est de la campagne, la survie en attendant la révolution, nous avons choisi des jeunes dans la vingtaine parce qu'il fallait procéder rapidement et nous les avons invités
à participer à la campagne. Ils ont reçu un montant, je pense que c'était 500 $ pour leur participation. Et je dirais que ce qu'ils ont amené à la campagne, c'est leur engagement, leur connaissance de la campagne Bigger Picture et son histoire, et aussi le fait qu'ils souhaitaient passer à l'action dans le contexte d'une pandémie. Tout le monde avait ce même sentiment, chacun était chez soi et se demandait ce qu'on pouvait faire. Même moi, qui était dans un hôpital. Mais une fois dans la pièce où on était réunis, il est devenu apparent qu'il fallait vraiment parler de pourquoi nous étions là, qui nous voulions aider et quelles étaient les voies que l'on voulait permettre de s'exprimer. Je pense qu'ils étaient au départ un peu ambivalents pour ce qui est de la vaccination et ils ont eu du mal à décider du contenu du message qui reflèterait vraiment le sentiment partagé par leur père au sein de leur communauté. Merci de votre réponse. Question suivante d'un participant qui a dit, il me semble, que le message des deux panélistes que pour réduire les inégalités, aussi bien pour ce qui est de la conception des programmes que des interventions, la clé, c'est d'être à l'écoute des gens. Donc la question, pourquoi cela est-il si difficile d'être à l'écoute des personnes concernées? If I may, is it possible for me to answer? Est-ce que je peux répondre en français, s'il vous plaît? Simultaneous translation. Oui, nous avons l'interprétation simultanée. Oui, pas de problème, vous pouvez répondre en français. Okay. It's easier because the questions are in English. Go Understand, ahead in I understand. French, no worries. OK. En fait, c'est la question à 1 million, je dirais. Donc, c'est vraiment une excellente question. Et c'est la raison pour laquelle personnellement, j'étais extrêmement perturbée au début de la pandémie, où je me dis, mais il me semble que la conversation se fait que d'un côté, alors qu'en fait, on le voit notamment quand il y a eu le premier confinement où les organisations sur le terrain disaient mais attention, le fait de faire du confinement, il y aura des conséquences sur notamment les personnes qui étaient en situation d'itinérance, la fait notamment de mettre tous les services en ligne qui était la seule solution, je suis tout à fait d'accord avec ça, pour donner des services, mais il y avait des personnes qui vivaient en situation de handicap qui avaient aussi des problèmes pour avoir accès à ces services-là. Donc, il y a aussi le fait que toutes les organisations communautaires qui donnaient des services et qui, justement, aidaient fortement des groupes qui étaient en marge de la société dominante n'étaient plus capables de donner leurs services et qui disaient, justement, il y a un problème. Donc, en fait, c'est l'enjeu et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis toujours intéressée à donner des conférences dans le cadre de ce type de congrès-là parce que c'est de rappeler le message en disant mais les gens, notamment sur le terrain, les organisations communautaires, les organisations de la société civile connaissent bien les besoins, ont déjà un certain nombre de méthodologies, écoutez-les et écoutez ce que les gens ont à vous dire, ça devient important de les intégrer dans les solutions. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi ça se fait, mon seul espoir, c'est de continuer à le dire et à demander d'être redevable et d'avoir des processus de reddition de comptes pour dire là, il y a eu un problème et donc on doit en parler maintenant que la COVID est presque derrière nous au Canada et elle n'est pas derrière nous du tout dans plein d'autres pays, mais au moins de commencer cette conversation-là, d'avoir une réflexion critique sur mais qu'est-ce qu'on a fait et qu'on n'a pas bien fait et justement d'inclure les gens. Il y a des processus qui existent et donc, c'est important de les inclure. Et selon moi, ces processus qui existent sont de se reposer sur les organisations communautaires, la société civile, parce que c'est eux qui connaissent bien les besoins. Donc, c'est de rappeler ça encore. Merci. Merci. Est-ce qu'on m'a entendu? Oui, OK. Dr. Schillinger, Dr. Schillinger, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter quelque chose. C'est une question fort complexe qui vient d'être posée.
Pourquoi nous ne sommes pas à l'écoute? Eh bien, je ne suis pas médecin, donc c'est un défi. Il faut être à l'écoute, mais en même temps, il faut parler, il faut expliquer. Donc, c'est un défi qui se pose toujours en médecine. Donc, on n'écoute pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on cède un peu de pouvoir. Donc, ça, je pense que c'est un obstacle important. Et franchement, c'est que les gens au pouvoir ne veulent pas tout simplement écouter ces gens parce que cela veut dire modifier la structure de pouvoir. En outre, les structures de pouvoir elles-mêmes ne permettent pas d'avoir une vraie interaction. Il n'y a pas de place publique. Peut-être qu'on dirait que Twitter, c'est la place publique, mais quand même, on vit dans une société très hiérarchique. Il y a très peu de possibilités pour ceux qui sont à distance. Je ne veux pas dire à distance pour la COVID, mais la vraie distance du point de vue social. Donc, ces groupes qui ne sont pas écoutés. Donc, ce sont des périodes difficiles que nous traversons et il n'y a pas vraiment d'échange. Et c'est une bonne question, comment être à l'écoute, mais je pense qu'il faut aller plus loin et j'espère que ma présentation a permis d'avancer un peu à cet égard. Il faut utiliser notre propre pouvoir pour offrir une plateforme et permettre à ceux que nous souhaitons écouter, leur permettre d'amplifier leur message, de le diffuser. Merci. En français. Sorry, my brain is half French, half English, so. Donc, je suis à moitié en français, moitié en anglais. I am in the middle. Mais en fait, et particulièrement sur les questions technologiques, et ce serait peut-être ça mon message, particulièrement aux gens qui sont des secteurs de la santé publique, c'est que la technologie n'est pas neutre. La technologie a, quand elle est déployée, des effets qui vont être différenciés dépendamment de la position sociale, du statut socio-économique et d'un certain nombre de profils des groupes, et donc d'avoir cette réflexion critique-là et de ne pas... Parce que mon collègue parlait justement des gens qui sont en pouvoir, et donc ce qui était fascinant de voir avec les premières mesures qu'on a vues au niveau de la COVID, c'est qu'il y avait donc la parole experte de la santé et il y avait la parole experte des technologues. Et c'est important de remettre en cause ces deux-là parce que actuellement, dans le discours mondial, et ça peut être, on va dire, localisé dans plusieurs pays, il n'y a pas d'analyse critique des outils technologiques qui sont mis en place. Et je crois que si on doit rester très proche de ce que disent les gens en matière de santé et les personnes qui sont affectées, c'est encore plus vrai quand on parle des enjeux technologiques. Et je pense que quand on est un décideur public, c'est vraiment de la responsabilité sociale parce qu'on est redevable de critiquer la mise en place. Et quand je dis critiquer, ne veut pas dire s'opposer, mais de poser les bonnes questions, notamment sur le déploiement d'outils technologiques. Et notamment quand il y a des outils d'aide à la prise de décision, par exemple, au triage, ou pour analyser certains cas, de justement poser les questions de ces outils-là. Et on n'a pas besoin d'être expert en techno pour poser ces questions-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est super important et qu'on a peut-être manqué durant la pandémie, particulièrement au Canada, c'est d'avoir un regard, je dirais, citoyen par rapport à l'usage de ces outils-là technologiques et qui a eu des conséquences qui sont assez dramatiques sur certaines populations qui ont à tort encore là été vues comme vulnérables alors qu'en fait elles n'étaient pas vulnérables, elles étaient posées dans une position, elles ont été mises dans une position de vulnérabilité. Et ça, c'est une manière de les déposséder de leurs droits et de leur expertise par rapport à leur expérience vécue. Donc en fait, il faut faire ce changement-là et de dire, OK, on n'est pas expert, on pose les questions et on donne la possibilité aux gens de décrire leur propre réalité. Je pense que c'est donc en santé et à la fois en technologie, certainement. Merci. Merci. Oui, je pense que aussi la question
de l'émetteur et du récepteur, que c'est pas juste un émetteur vers un récepteur, mais que la communication, ça va dans les deux sens. Donc, si on veut avoir une communication efficace, bien, ça prend aussi une écoute efficace qui est même plus importante, parce que si on écoute de manière attentive, bien, on sera capable d'après de mieux comprendre les besoins et de communiquer aussi de manière plus pertinente. Donc, je pense que j'ajoute mon grain de sel à vos contributions. La prochaine question. What are the examples? Quels sont les exemples de la santé publique qui utilisent des structures de façon efficace pour ce qui est de mobiliser ou de contacter les populations touchées? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Des structures de santé publique, pourriez-vous répéter la question? Je vais tenter de la reformuler en mes propres mots. Y a-t-il des structures de santé publique qui utilisent des stratégies efficaces pour ce qui est de rejoindre les populations, pour ce qui est d'avoir leur participation? Vous avez parlé d'une structure de santé publique et vous avez dit que c'était inhabituel de consulter, par exemple, les jeunes ou les organisations de jeunes. Yes, I would say that public health. Oui, je dirais que la santé publique a beaucoup à faire. Nous avons lancé la campagne Bigger Picture lorsque j'étais à la tête du programme de contrôle diabète en Californie, mais il leur a fallu 6 mois pour se rendre compte qu'ils ne devaient peut-être pas financer ce genre de campagne. Donc, on a dû se dissocier parce que je pense qu'ils trouvaient que c'était trop subversif pour une entité gouvernementale. Même chose pour ce qui est de la campagne La survie en attendant la révolution. Nous avons beaucoup progressé. Le département de santé publique s'est rendu compte que pour rejoindre les jeunes de couleur, il devait avoir de nouveaux schémas de pensée, donc plutôt établir des relations contractuelles Donc, il fallait avoir une relation contractuelle et nous utilisons les logos du département de santé publique. Nos messages ne sont pas des messages officiels de ce département. Je ne suis pas un expert pour ce qui est des structures et comment elles peuvent rejoindre les communautés marginalisées, mais il y a un mouvement de santé communautaire aux États-Unis où il est absolument fondamental de mettre en place des conseils consultatifs pour avoir des cliniques, les cliniques qui desservent les patients, les immigrants qui n'ont pas d'assurance. Donc, cela permet d'avoir un contact entre les structures et les populations. Karine, non? Vous avez quelque chose à ajouter? Non. Mais Karine, pour ce qui est de la santé publique, la technologie, y a-t-il des entités sans but lucratif ou des organisations gouvernementales qui utilisent l'approche ascendante, comme vous dites, pour ce qui est des communications? Pourtant que je sache, je vais passer au français, si vous voulez bien. Are you okay? Yes, yes. OK. En fait, c'est que de ce que je vois, la communication, elle est très séparée. D'un côté, il y a la santé publique, de l'autre côté, il y a la technologie. La seule initiative que j'ai vue qui était intéressante, c'était l'initiative Colors of COVID notamment, qui justement prenait les deux ensemble, mais qui n'était pas en lien au départ avec la santé publique. Et qui était juste community-based. Je sais qu'il y a aussi notamment pour avoir collaboré avec les Premières Nations au Québec depuis plusieurs années. Je sais que c'est une conversation qu'ils sont en train d'avoir, notamment sur
les éléments un peu plus technologiques de contrôle des données. Est-ce que ça va être appliqué aux éléments de santé publique? Probablement, parce que c'est actuellement un des enjeux prioritaires actuellement, un peu partout dans le monde. D'ailleurs, suite à la COVID, les enjeux de données de santé deviennent des enjeux qui sont maintenant extrêmement importants parce que les données en santé sont celles qui sont le moins commercialisées, donc qui ont un potentiel d'être commercialisables et d'être utilisables dans toutes sortes de secteurs. Et donc, cette réflexion-là sur comment développer des programmes de santé publique en lien avec les données et le numérique est en train d'être menée, notamment, je sais, par les Premières Nations, les premiers peuples au Canada. Le reste, je ne sais pas trop, en fait. Mais c'est vraiment deux conversations séparées et c'est ça qu'il faut éviter d'avoir. Merci. Donc, la prochaine question s'adresse à M. Chillinger. So, would critical... La communication critique est-elle pertinente pour ce qui est des gens de culture où il n'est pas aussi important d'être entendu? Êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. Je réfléchis à votre question. Pouvez-vous répéter la question? Les communications critiques sont-elles aussi pertinentes pour ce qui est des gens provenant de cultures où être entendu n'est pas aussi important? Pas sûr d'accepter cette hypothèse qu'il existe des cultures où les membres de cette culture souhaitent plus se faire entendre que dans d'autres cultures. C'est un concept assez complexe, me semble-t-il. Il me semble que dans toute culture où certains sont opprimés, d'autres privilégiés, eh bien, cette théorie de la communication critique peut jouer un rôle, me semble-t-il. C'est une partie du problème pour les personnes opprimées et que leur voix n'est pas entendue, ou, comme le suggère la question, qu'il y aurait une pratique inhérente selon laquelle on ne souhaite pas être entendu, eh bien, à ce moment-là, justement, la théorie de communication critique devient particulièrement importante parce que parce que cette attitude contribue à l'oppression de ces gens qui ne souhaitent pas être écoutés. Donc, ce concept s'applique peut-être de façon universelle, mais la théorie de communication, on peut l'adapter à chaque culture et elle doit l'être par aussi bien ceux qui émettent que ceux qui reçoivent. Exprimé en français, mais j'imagine que tout le monde veut être entendu, en fait, mais parfois, on est déjà plus entendu par le système, donc on ressent peut-être moins ce besoin-là, ou c'est peut-être moins apparent que si on l'est moins, constamment moins, ou systématiquement moins. Donc, voilà. Bien, écoutez, moi, je vois pas d'autres questions. Donc, on va conclure sur cette note. Est-ce que would you like to say an ending word? Souhaitez-vous dire quelques mots en conclusion avant de terminer cette deuxième plénière de la conférence? Nothing No, else. just thank you for... Non, tout simplement, merci de vos questions, de votre participation. En fait, j'aurais eu envie de vous donner le micro pour que vous répondiez vous-même à ces questions. Ce sera en 2023. For the question. Merci beaucoup pour ces riches échanges et merci d'avoir mis en lumière aussi les inégalités en lien avec la pandémie, mais dans des contextes plutôt les inégalités numériques. Vous avez aussi mis en lumière les inégalités en lien avec le logement aussi, et l'engagement des jeunes artistes. Donc, merci de nous avoir partagé vos expériences. Donc, je passe maintenant la parole à ma collègue Herma pour quelques annonces qu'on a à vous faire avant de vous laisser aller dans le reste de la journée.
Thanks so much. Very quickly, before we go on to the rest. Très rapidement, avant de poursuivre notre deux journées, je voudrais vous rappeler qu'il y a de l'aide technique disponible si vous avez du mal à vous connecter, tout le reste. Vous avez déjà un lien, reçu un lien, vous pouvez l'utiliser. Il y a des gens pour répondre à vos questions, ils sont dans les coulisses, ils peuvent vraiment vous aider. Et je voudrais aussi vous rappeler que les documents, donc le document, la déclaration est déjà affichée sur la plateforme de la conférence. Veuillez la regarder. Donc, c'est la déclaration Tiohtià:ke et les rédacteurs de la déclaration pourront prendre en compte vos observations pour la préparer pour la cérémonie de clôture. Et jusqu'au 25 mai, le document, la déclaration en question sera affiché sur le site web et vous pourrez y ajouter vos remarques avant sa finalisation. Encore une fois, je remercie nos partenaires, nos commentaires, surtout le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Agence de santé publique du Canada. Et pour ceux qui sont sur Twitter, n'oubliez pas notre mot-clic IUHPE 2022. Cela dit, passez une bonne journée, très bonne séance. Tout l'après-midi, nous avons lancé tout cela en plénière. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur s'affranchir des modèles du passé.